With Amazon Prime Video, you get the whole package. That's Cops included. The latest Prime original series, Jack Ryan, included. Only on Amazon Prime Video. Prime original
Physical strength is no substitute for perception. For perception is the key which unlocks the intangible power of the spirit. You perceive nothing. Sign here. So we have the ability to give everyone a real sense of ownership around the product. I mean, it looks great, yeah. Can't wait to get started. I know it may seem like a lot going on right here, but I have good news. We got one down. We're making some progress. And this plan, along with our move to Agile, can get us to a place where we're leading innovation rather than constantly playing catch up. This is a problem. And it's gonna get
get worse. I don't know, you guys. I'm just a little concerned because I know we talked last week about picking up a little bit on progress, right? And nothing is moving. But when we're buried in our own code, we sometimes forget to look at the whole picture. It's truly the best of both worlds. Hey, Claire, they're still not connecting. It may seem fine, but we're really bottlenecking here, here, and here. Well, because your dev environment looks nothing like our production environment. And that's what I need fixed. Bonjour tout le monde! Je trouve ça drôle, les gens dans cette vidéo-là, ils ont vraiment l'air découragés. Je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, dans vos environnements. Je pense que vous avez remarqué, on sait beaucoup VMware ici. Je ne sais pas si c'est comme ça dans vos environnements. Mais bref, ils ont l'air vraiment découragés et subitement, avec les couleurs rouges, le sourire revient. Donc, écoutez, c'est une petite vidéo d'intro, en fait, qui met la table à un sujet que je veux parler avec vous aujourd'hui. En fait, c'est une vidéo qu'on a créée pour une nouvelle offre qu'on vient de tout juste de lancer. Vous allez en entendre parler beaucoup probablement cet automne et si vous venez dans nos prochains événements. Déjà, on a commencé à en parler avec au Red Hat Day, pour ceux qui étaient présents la semaine dernière. Donc, c'est une offre de migration d'environnement VMware vers nos technologies de virtualisation. Ici, j'inclus KVM, Rev et bien sûr OpenStack. Donc, je trouvais ça cute, la vidéo. En fait, je pense que c'est très bien réalisé. Ça fait penser même à une vidéo qu'on peut retrouver sur Netflix d'une série quelconque. Donc, bon travail de notre équipe. Peut-être un petit peu long, mais bref, ça faisait une bonne intro au sujet que je vais discuter avec vous un petit peu plus tard aujourd'hui. Alors, ça fait 2 mois qu'on ne s'est pas vu. J'espère que vous avez eu une belle été. Il fait très très chaud, comme vous le savez, au Québec. J'ai aussi la chance de mon côté d'aller constater qu'il ne faisait pas juste chaud au Québec, mais chaud aussi en Europe. Donc, tiens, avant d'embarquer dans les sujets de l'émission aujourd'hui, peut-être vous montrer des petites photos, juste 3-4 photos là, du voyage que j'ai fait en Europe. En fait, je suis allé faire un petit tour du côté de la Sicile. Précisément. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la Sicile, eh bien, c'est en Italie. Je vais mettre ça, tiens, plein écran. Donc, c'est une île, une grosse île en Italie. Paysage très montagneux, comme vous pouvez voir. Beaucoup encore, quelques volcans actifs en Sicile. Donc, ici, on était dans une randonnée. En fait, on a l'air de milieu d'un champ, là, mais on est sur un site touristique, bien sûr. Donc, qui nous faisait visiter un forum, on peut penser que c'est un forum romain, mais ça a été construit par les Grecs. Et ce forum-là n'a jamais été complété, donc on peut même voir des tables
qui sont restés à côté du forum, montrer qu'il était toujours en construction. Donc magnifique, ça montre ici en fait les paysages classiques de la Sicile, des montagnes, il y a beaucoup de jaune parce qu'il ne pleut pas beaucoup en Sicile, il y a des périodes de pluie à l'hiver, mais pendant l'été c'est chaud, très ensoleillé. Sur le même site, on est allé visiter aussi un théâtre. Regardez le théâtre, comment c'est magnifique. Malheureusement, la photo ne rend pas honneur à la vue qu'on avait, parce que la vue 360 était assez impressionnante. Mais regardez, les Grecs qui savaient où construire en fait des théâtres sur le sommet d'une colline avec vue sur les montagnes et la mer. Donc c'était vraiment magnifique cet endroit-là. Sinon, les plages en Sicile sont magnifiques aussi, comme vous pouvez voir, c'est très transparent l'eau. Très bleu aussi, encore là la photo rend pas hommage au bleu qu'on peut voir dans la mer. Mais regardez le petit spot ici en haut à gauche. Donc c'était une petite plage privée en fait. Une journée on voulait aller à une plage, très belle plage en Sicile. La plage était bondée de gens. Il n'y avait plus de place pour entrer sur la plage. Donc on nous a emmenés sur cette petite plage privée là, moi et mes enfants. Et je peux vous dire que on a passé une magnifique journée là. Je pense que mes enfants, là, quand vous leur parlez du voyage, ils vont vous parler de cette plage-là. On a fait de la plongée en apnée une bonne partie de la journée à cet endroit-là. Donc c'était magnifique. Sinon, ben, comme on est en Sicile, il y a des montagnes, donc on retrouve une ville construite au sommet d'une montagne, quand même assez haut. Je n'ai pas la hauteur, mais c'est la ville d'Erice, peut-être que vous avez déjà entendu parler. Donc ici, on voit un château. Bien sûr, les châteaux sont assez omniprésents en Sicile aussi. Donc c'était vraiment une ville construite sur le sommet de la montagne. Et le soir, on pouvait voir les lumières, lorsqu'on était en bas de la montagne, de voir des lumières de ville sur le sommet d'une montagne, c'est assez impressionnant. Et finalement, pour terminer, un autre endroit où on est allé, qui est digne d'une carte postale, c'est une ville qui s'appelle complètement au nord-ouest de l'île de la Sicile, San Vito lo Capo. Regardez la couleur de l'eau, tout près des montagnes. C'était vraiment magnifique cet endroit-là. À partir de là, on a pris un bateau, on est allé faire un tour, on a fait le tour de la montagne, on est allé visiter des plages privées, on a eu la chance de faire même la plongée en apnée dans des petites grottes. Donc, c'était aussi un endroit super. Donc, c'était juste pour vous donner, rester encore dans l'été, il fait encore beau aujourd'hui, vous donner le goût peut-être d'aller faire un petit tour en Sicile. Donc, c'est magnifique. Donc, comme ça fait 2 mois qu'on ne s'est pas vu, ben, première des choses, juste savoir, je devine que personne encore a mis de l'information dans le chat, mais je devine que tout se passe bien. Vous m'entendez bien, je vois que ça réagit bien dans OBS pour l'instant. Donc, si c'est quelque chose, n'hésitez pas à poser des questions ou à mettre des commentaires dans le chat, c'est là pour ça. Donc, comme je disais, ça fait 2 mois qu'on ne s'est pas vu. J'ai eu 3 semaines de vacances, bien sûr. Mais en dehors des 3 semaines, bien sûr, j'ai travaillé. J'ai travaillé sur plein de choses. En fait, une des choses, sans doute que vous avez déjà remarqué, j'ai amélioré, en fait, mon studio ici. Donc, parlons un petit peu des changelogs de ma chaîne, si on peut dire. Donc, j'ai fait une mise à jour de mon studio, en fait. Donc, j'ai fait une petite mise à jour matérielle. Donc, comme vous pouvez voir, la caméra, c'est une nouvelle caméra. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les anciennes émissions, je peux enlever ça, c'est vrai. Dans les anciennes émissions, la caméra, en fait, bougeait beaucoup. Donc, je l'ai stabilisé avec un bras. Donc, ça devrait être beaucoup mieux au niveau de l'image. Sinon, au niveau du micro aussi, vous pouvez voir, j'ai plus de casque. J'ai enlevé le casque sur recommandation de l'un d'entre vous. Donc, en fait, j'ai pris plusieurs de vos recommandations, puis j'en ai profité pour améliorer. Donc, j'ai acheté un nouveau micro aussi. Donc, je me suis libéré du casque. Donc, je n'ai plus besoin de casque. J'ai modifié, comme vous avez pu remarquer, la top banner en haut de l'écran. J'ai mis un petit peu plus de couleur, un petit peu plus de vie dans la top banner. Et vous remarquez à la gauche, est-ce que c'est à la gauche? Non. Je suis comme mêlé, je suis comme inversé. Donc oui, c'est ça, à la gauche de l'écran en haut, je vais revenir sur ça tout à l'heure, mais il y a une espèce d'émulateur de terminal qui est là. Le but d'émulateur qui est là, c'est pour faire fancy, je ne me le cacherai pas. Donc c'est pas vraiment un terminal qui est là, c'est vraiment juste un document texte pour lequel je vais mettre le sujet sur lequel on est en train de discuter. Donc pour faciliter pour ceux en fait qui arrivent un petit peu plus tard sur la chaîne qui se demandent dans quel sujet qu'on est. Donc je vais la mettre à jour au fur et à mesure qu'on avance dans l'émission. Quoi d'autre? J'ai modifié aussi pas l'encryption. Moi je pense que c'est-tu l'encryption?
le codage, pardon, du vidéo. Donc, vous devriez avoir une vidéo beaucoup plus fluide, j'espère, en tout cas sur recommandation. En fait, c'est de la lecture que j'ai fait et des gens recommandaient certains paramètres dans OBS, donc j'ai exécuté là-dessus. Autre modification que j'ai faite sur la chaîne, et ça c'est très important, en fait c'est une demande qui revenait souvent. Lorsque je débute une diffusion sur Twitch, vous êtes averti au moment que je paye sur le Python. Donc, il y a des gens qui voulaient être avertis à l'avance pour se préparer ou aller chercher peut-être la bouffe avant de commencer à m'écouter. Donc, ce que j'ai fait une mailing list. Je l'ai circulé, en fait, c'est une liste de diffusion, si on peut le dire en français. Donc, je l'ai fait circuler sur les réseaux sociaux. Je l'ai envoyé par courriel sur le ROG. Je sais que c'est peut-être pas tout le monde qui a reçu l'information. Donc, si vous voulez, vous pouvez vous abonner maintenant à ma liste de diffusion. Vous allez être notifié quelques jours avant mes diffusions. Donc, normalement, 2 jours avant, là, je suis capable de confirmer qu'il va bien avoir une diffusion. J'essaie de garder une cadence régulière aux 2 semaines, le vendredi à 12h15, mais la nature de mon travail fait que ça se pourrait que ça ne fit pas. Donc, ça se pourrait que dans le futur, on voit des diffusions à d'autres moments donnés dans la semaine. Donc, si vous voulez être notifié de ça par courriel quelques jours à l'avance, je mets la procédure, je vais la copier dans le chat qui est juste ici. Vous allez la voir apparaître en même temps à l'écran. D'ailleurs, c'est une nouveauté. Vous avez commencé à voir, on commence à voir apparaître le chat juste ici. Donc, j'ai rajouté aussi le chat en transparence. Pourquoi j'ai fait ça? C'est surtout pour les gens qui nous écoutent en rediffusion au travers YouTube. J'étais surpris, là, il y a quand même beaucoup de monde qui ont regardé ce que j'ai fait sur YouTube. Et les gens sur YouTube, vous n'avez pas accès au chat de Twitch. Donc, je l'ai rajouté tout simplement ici à titre de référence. Je sais que c'est pas super, là, on voit peut-être pas tout à fait super bien le texte. Là, je vais essayer de travailler ça peut-être dans les prochaines... pour les prochaines diffusions. Mais bref, je viens de copier ce qu'il faut faire, en fait, pour avoir accès à la mailing list. Vous vous abonnez pour être notifié quelques jours à l'avance des prochains épisodes. Donc, vous faites tout simplement m'envoyer un courriel à mlessard@redat.com. Moi, j'ai un filtre, en fait, qui va catcher le sujet et qui va le mettre dans un dossier sur Google Doc. Donc, à partir de Google Doc, j'envoie mes messages. En fait, je vais envoyer 2 messages quelques jours avant, peut-être 2 jours avant, et le matin aussi, donc pour vous faire un rappel. Et en plus, je bonifie un petit peu, je mets un petit peu plus de détails sur le contenu de l'émission. Dans Twitch et sur Twitter, on est limité à un certain nombre de caractères, mais dans une mailing list, je peux mettre le texte que je veux. Donc déjà, ceux qui sont abonnés ont vu un peu plus de détails sur le contenu d'émission aujourd'hui. Donc, quoi d'autre au niveau de la chaîne? Beaucoup de choses. Hein? J'ai quand même pris le temps d'améliorer ça. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai mis autant d'énergie sur ça dans quelques instants. Je vais juste terminer avec le roadmap. Oui, un roadmap. Je veux continuer à faire de l'amélioration de la chaîne. Et déjà, j'ai fait des tests hier. Le prochain item que je vais ajouter, c'est, j'avais déjà parlé dans le passé, c'est inviter des personnes à venir, à se joindre en fait, en vidéo, en conférence vidéo. Donc avoir des invités à mes prochaines diffusions. Donc j'ai fait des tests hier avec Eric. Et Eric, encore une fois, merci pour les tests. Ça a été un bon succès hier. Donc dans les prochaines semaines, je vais avoir des invités. Je vais commencer avec des invités plus locaux et on verra dans le temps si je vais aller chercher peut-être des gens aux États-Unis pour avoir soit des product managers ou même des développeurs de nos produits. Donc c'est ce que je vais faire dans les prochaines semaines. Sinon, juste tout d'abord vous dire un gros merci à ceux qui m'ont fait parvenir leurs commentaires pendant l'été et même avant l'été. J'ai fait des rencontres clients aussi pendant l'été. On a eu des événements. On a eu un événement la semaine passée, le Red Hat Day. Il y a eu aussi avant l'été un peu, on a eu le Red Hat Summit qui a suivi juste ma première émission. Écoutez, j'ai eu beaucoup de bons commentaires sur mon émission. J'ai été très surpris de voir la quantité de personnes qui m'écoutaient en rediffusion aussi. Donc des commentaires très constructifs, des suggestions d'amélioration, des gens qui m'ont encouragé. Donc un gros merci. Continuez à le faire. Un peu, c'est ma paye. Je ne suis pas vraiment payé pour faire ça. Je fais ça sur l'heure du midi. Je fais en fait une grosse partie, c'est de la publicité pour Red Hat, mais on a tellement de contenu à livrer que pour moi, c'est quelque chose que j'adore faire. Et de savoir que je suis regardé, je suis écouté, que les gens adorent, ils partent avec des idées que j'ai données pendant les émissions, mais c'est ma récompense. Donc merci à tout le monde encore une fois. Et continuez à le faire, c'est super encourageant.
Et justement, tiens, pour vous remercier, justement, dans les derniers jours, on a 2 personnes qui se sont joints à la chaîne. Bon, je vais prendre le temps de remercier les gens maintenant qui vont joindre la chaîne. Donc, Bobby Olik et Safwan Benadji, excusez si je prononce mal les noms, mais bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à en parler aussi à vos collègues, à vos amis. Si vous voulez faire aussi en profiter pour publiciser ce que je mets retweeter ce que je mets sur Twitter à propos de ma chaîne, ça serait super apprécié. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour les changements de ma chaîne. Maintenant, sur quoi j'ai travaillé pendant l'été, à part avoir travaillé sur la chaîne, bien sûr, j'ai fait le passage de Fedora 27 à 28. Donc, mon laptop actuellement roule sur Fedora 27. Roulait sur Fedora 27. Je l'ai passé juste avant de partir en vacances à Fedora 28. Comme je lisais des bonnes recommandations, les gens disaient que c'était quand même assez stable. Donc, j'ai pu constater aussi que ça s'est super bien passé. La migration s'est bien passée, la mise à jour, en fait. Sauf des petits pépins que je vais vous donner des petits trucs. On va passer en grand écran. Je vais juste reculer ici. OK. Donc, des petits trucs. Tout d'abord, premier petit pépin que j'ai croisé sur Fedora 28. Et c'était assez agaçant. J'ai un laptop, je promène mon laptop, je me connecte sur différents projecteurs. Je le dock à la maison aussi. Et à l'occasion, ça crachait. J'étais obligé de redémarrer la machine. Donc, c'était très agaçant. Pour en avoir... Oh! Un nouveau abonné. Pas un nouvel abonné, quelqu'un qui suit la chaîne. Merci S. Couturier, bienvenue sur la chaîne. Donc, ce que je mentionnais, c'est toujours un petit peu perturbant quand quelqu'un joint la chaîne. Ça casse un peu le flow, mais c'est le fun, regarde, j'apprécie ça. Je vais m'habituer, en fait. Je ne suis pas vraiment habitué encore à me faire interrompre comme ça lorsque je présente. Généralement, je présente et personne m'interrompt. Donc, je vais m'améliorer là-dessus, je vous promets. Donc, je reviens à Fedora 27, 28, pardon. Un des problèmes que j'ai eu, c'est cette stabilité-là. Lorsque je branchais un écran, je débranchais un écran. Donc, après avoir discuté avec des collègues à l'interne, ça s'est avéré que c'était le driver de la carte vidéo, qui est le driver nouveau. J'ai une carte NVIDIA dans mon laptop. Vous savez qu'il y a un projet pour les pilotes de périphériques NVIDIA qui s'appelle Nouveau. Qui est un driver qui permet d'exploiter les cartes graphiques sans avoir à installer le driver commercial. Donc, ce que j'ai fait, j'ai dû le désactiver. Donc, pour savoir, pour le désactiver, c'est hyper simple. On va dans... excusez, je ne suis pas à la bonne place du tout. Pour le désactiver, TC, mode probe. Et j'ai Blacklist qui est ici. Donc, il faut tout simplement faire un Blacklist sur le driver nouveau. Et bien sûr, installer par la suite les drivers propriétaires de NVIDIA. Donc, en faisant ça, j'ai réglé mon problème de stabilité. Maintenant, quand je branche un projecteur, que je dock, ça va super bien. J'ai plus aucun autre crash, en fait. Autre petit problème que j'ai eu, c'est avec OBS. J'utilise OBS pour OBS, qui est un logiciel pour se connecter à Twitch, là, streamer en fait le vidéo. Donc OBS, comme vous pouvez voir ici, je partage mon bureau, mon bureau à travers OBS. Et lorsque j'ai activé OBS la première fois sur Fedora 28, je voyais un écran noir, je voyais juste la souris. Donc ce qui causait problématique, c'est qu'avec Fedora 28, le serveur graphique qui est là par défaut, ce n'est plus X11, mais c'est bien Wayland. Et c'est Wayland qui est encore en développement très actif, donc j'ai dû le désactiver. Donc pour le désactiver, juste pour vous montrer, vous donner des petits trucs encore, vous faire sauver du temps. Donc dans GDM, custom qui est ici, custom.conf. Donc il suffit juste de décommenter la ligne qui est ici, là, et de redémarrer l'interface graphique. Vous allez passer en X11 automatique. Pour savoir si on est bien en X11, il faut trouver son numéro de session pour commencer. Moi, ma session qui est ici, je suis logué avec MLSR, ma session c'est la numéro 2. Une fois que j'ai trouvé la session, je fais show session numéro 2, j'affiche le type. Donc le type m'a dit que je suis en X11. Lorsque vous installez Fedora 28, par défaut, vous êtes en Wayland maintenant.
Donc, ça s'est amélioré beaucoup en passant à Wayland, beaucoup plus stable que c'était, beaucoup plus rapide que c'était aussi. Mais il reste encore des petits logiciels comme ça qui ont une dépendance à X11 qui n'ont pas été corrigés encore. C'est le cas d'OBS, que j'ai pu constater. Donc, probablement dans les prochaines mises à jour d'OBS, on va voir un support avec Wayland. Mais l'avenir, on s'en va tous vers Wayland. Éventuellement, X11 risque de disparaître. Donc ça, faire attention. Donc, c'était mes petits trucs pour Fedora 28. Sinon, quoi d'autre au niveau de Fedora 28? Oh oui, c'est aussi assez important. En fait, c'est pas Fedora 28 qui cause cette problématique-là. C'est une problématique, oui et non. C'est GNOME, une nouvelle version de GNOME 3.28 qui vient avec Fedora 28. Et GNOME ont décidé de retirer les icônes sur le bureau. Si vous êtes comme moi, en fait, moi, je travaille avec les icônes sur le bureau depuis Windows 95, à l'époque que j'étais au cégep. Ça a été un gros événement là, de passer de Windows 3.11 à 95 avec la possibilité de mettre des icônes sur le bureau et changer le fond d'écran. Donc, depuis Windows 95, en fait, et tous les serveurs Linux avec lesquels j'ai touché, je suis un amateur du bureau. En fait, tout ce que je fais, je le mets sur le bureau. Tout ce qui n'est pas complété reste sur le bureau. Dès que c'est complété, je le retire du bureau. Donc, c'est comme mon bureau physique. Donc, le fait d'avoir retiré ça de Fedora, pas de Fedora, mais de GNOME, pour moi, ça m'agaçait. Donc, il y a des alternatives en passant. Puis, je sais que les développeurs de GNOME travaillent sur d'autres choses aussi. Un plugin dans GNOME Extension. Mais pour l'instant, la seule solution que j'ai trouvée qui fait du sens, je vous montre ça dans quelques instants. Ça s'appelle Nemo, en fait. Donc, je vous montre ça juste ici. Donc, ça s'appelle Nemo. Le petit truc, en fait, je peux copier le lien, tiens, dans le chat qui est ici. Je copie le lien si vous voulez aller, vous voulez installer Nemo. Donc, vous avez le truc ici. Donc, Nemo, c'est le fun, vient avec Fedora. Là, on n'a pas besoin de rajouter des sources différentes. Une fois que Nemo est installé, il faut faire ce petit fichier-là à cet endroit-là et on redémarre l'interface graphique. Puis à partir de ce moment-là, on a des icônes sur le bureau, le retour des icônes avec Fedora 28. Donc ça a été une bonne délivrance pour moi parce que pas avoir d'icônes sur le bureau, je ne suis pas habitué. Mais je devine que certains d'entre vous ne travaillez plus avec des icônes depuis peut-être plusieurs versions de Fedora parce qu'il y a d'autres consoles graphiques que GNOME qui n'a plus d'icônes sur le bureau, ça fait très longtemps. Mais bon, pour les vieux de la vieille comme moi qui sont habitués, c'est une très bonne alternative. En fait, ça fait plusieurs semaines que je roule Nemo. J'ai eu des petits problèmes lorsque c'est le temps de déplacer du bureau vers un dossier. À l'occasion, ça ne fonctionnait pas. Mais il y a des mises à jour constamment. Je pense que si vous regardez sur GitHub, là, vous allez voir, le développement est très actif sur Nemo en ce moment. Donc, revenons ici. Sinon, autre changement dans Fedora. En fait, il n'y a pas énormément de changements dans Fedora 28. C'est une version, de ce que je peux comprendre, là, pour stabiliser Fedora. Vous savez qu'on est en plein développement de RHEL 8 en ce moment. Donc, ça concorde. Donc, on stabilise Fedora, on développe RHEL 8. Donc, par contre, j'ai remarqué une belle amélioration au niveau des fontes, au niveau de la fonte, au niveau du terminal, pardon. Donc, juste à titre d'information, je vous montre ça, titre de comparatif. Donc, vous vous souvenez, la dernière fois qu'on s'est vu, je vais aller sur ma chaîne YouTube. En passant, on retrouve à cet endroit-là tous les vidéos que j'ai faites, pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc, sur la chaîne YouTube. C'est des vidéos telles quelles, je n'ai fait aucune modification. C'est vraiment, je pense que sur Twitch, puis je l'envoie sur YouTube. Donc, si vous regardez, on va regarder l'épisode 4. Je vais vous montrer. Ici, je vais mettre le terminal juste à côté. C'est sûr que vous allez dire, bon, il y a de la compression qui a été faite sur YouTube, mais on voit là, que les fontes sont beaucoup plus polies avec Fedora 28. Donc ça, c'est le gros changement là, qui m'a plus frappé, du moins, un des gros changements qu'il y a eu dans Fedora. Ben, c'est pas un gros changement, c'est juste du polissage, mais c'est toujours le fun de voir des choses plus jolies. Donc c'est une chose que j'ai remarqué dans Fedora 28.
OK. Donc, c'est pas mal ce que j'avais à dire sur Fedora 27-28. Encore une fois, le passage est bien fait. Fedora 28 est hyper stable. Je l'utilise en ce moment. Je l'ai utilisé pour faire des présentations cet été. J'ai pas eu de problème majeur depuis que j'ai upgradé en fait les drivers à Fedora, aux drivers propriétaires de NVIDIA. Donc, sinon, quoi d'autre sur la liste? Qu'est-ce que j'ai fait cet été? Oh, un autre gros changement que j'ai fait. C'est avec ceci, je vous montre ça dans quelques instants. Je vais faire attention, là, j'ai des notifications là, qui disent des choses pas jolies sur mon téléphone. Donc, autre gros changement, je vais essayer d'approcher ça ici sur la caméra. Donc, j'ai passé mon pixel numéro 1 qui est ici, à Android 9. Okay, je pense qu'on est un des premiers téléphones à avoir reçu la mise à jour. Google est très rapide au niveau de pixel pour faire la mise à jour du OS. Donc, ce qui est vraiment cool, là, pour ceux qui connaissent Android, ceux qui connaissent moins, oups, ils vont remarquer le fond d'écran de mon téléphone. C'est la photo que je vous ai montrée tout à l'heure. Ça m'a marqué cet endroit-là, en fait. Donc, ici, il y a juste un bouton maintenant au lieu de 3. Et c'est vraiment super le fun. On glisse, on voit ce qui est ouvert. J'essaie de vous faire une démo. Là. Je sais que c'est pas super la caméra, là, mais on glisse ici. Puis si je glisse une autre fois, j'ai accès à mes applications. Ça, j'aime bien ça. Ce que j'aime bien aussi dans Android 9, c'est le petit bouton le son qui est rendu sur le côté ici. Là. Vous voyez, on voit la barre sur le côté ici. Donc par défaut, c'est le son média. Avant, c'était le son du téléphone, donc ils ont changé ça. Autre chose super le fun, dans les applications, je vous montre ça dans quelques instants. Donc en haut, vous voyez mes applications les plus utilisées. Et juste en dessous, vous voyez des liens sur des... excusez si je s'ébrouille, là, mais on peut aller directement dans une fonction sur l'application. Donc, il y a de l'intelligence artificielle dans les menus maintenant. On est censé voir les menus changer selon le temps de la journée. Donc, si le matin, vous ouvrez toujours la même application, ben, Google va vous présenter dans vos favoris cette application-là par défaut. Si c'est le soir, il va l'enlever, vous ne l'utilisez pas le soir. Donc, il y a de l'intelligence artificielle qui a été injectée aussi dans Android 9. Et somme toute, l'expérience est vraiment beaucoup plus fluide qu'avec Android 8. Du moins pour mon Pixel 1, j'ai vu une bonne différence. J'ai même fait les tests aussi au niveau de la réalité virtuelle. Vous savez que les gens qui achètent un Pixel reçoivent, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais à l'époque du Pixel 1, on recevait le casque virtuel. Donc ça marche encore super bien, c'est hyper fluide. Il y a eu même des mises à jour. Donc j'ai été très surpris. D'ailleurs, ça m'amène à parler un petit peu de la réalité virtuelle avec le Pixel. J'avais pas eu la chance vraiment d'essayer les autres technologies, des casques virtuels, le HTC Vive ou l'Oculus de Facebook. Et cet été, en vacances, j'ai eu la chance, je suis arrêté avec mon fils, en fait, dans un centre VR. C'est en train de pousser partout les centres VR en passant, centre de réalité virtuelle. Donc, je suis arrêté avec lui, ma fille aussi, et on a essayé le HTC Vive. J'ai joué à Fallout 4 et à Project Cars 2. Fallout 4 qui est un de mes jeux préférés sur les PC aujourd'hui. J'ai la chance de jouer à l'intérieur. J'ai vécu ce petit moment-là. J'ai eu des mots de cœur à jouer avec le jeu parce que sur le HTC Vive, vraiment, là, le casque se colle et on perd notion. Là, on ne voit plus du tout qu'on est dans un monde plus réel. Donc, on voit vraiment juste l'image du jeu. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, on a des... En tout cas, dans mon cas, j'ai eu des petits mots de cœur. Ça m'a permis de comparer, en fait, avec le casque virtuel du Pixel. Et vraiment, là, je peux dire que du côté du Pixel, c'est vraiment réussi. Là, pour un téléphone, c'est pas un PC avec une grosse carte vidéo, c'est un téléphone. Donc, si, comme par exemple mes photos que je vous ai montrées tout à l'heure en Italie, en Sicile, pardon, on peut aller les visiter. J'ai pris des photos en VR, je ne sais pas en VR, mais en 360. Donc, on peut prendre le casque Pixel puis y aller. On a vraiment l'impression d'y être. Là. Donc, je pense que si vous êtes curieux par la technologie de la réalité virtuelle et vous ne voulez pas payer trop cher, changez votre téléphone pour un Pixel, profitez de cette offre-là de Google qui est vraiment très très bien. Donc, petite publicité ici en même temps pour Google. OK, Sébastien, je devine Sébastien Escouturier, peut-être Sébastien Courtier, je prends une chance, peut-être pas. Donc, Escouturier nous dit non, c'est seulement pour le Pixel 1, OK, il ne le donne plus maintenant, donc je devine qu'il le vendent. Le Pixel 3 s'en vient en passant, j'ai super hâte parce que ça va être mon prochain téléphone, le Pixel 3, ça s'en vient le 19 octobre, peut-être qu'ils vont me redonner encore avec le Pixel 3. Donc, j'ai hâte de voir les améliorations. Il y a déjà des photos qui ont leaké sur Reddit que j'ai vues. Donc, très hâte à Pixel 3, parce que je vais être dû pour changer en décembre. Donc, hâte de voir les améliorations que Google a apportées à leur téléphone.
OK. Oups, il y a des petites erreurs. Mon robot me dit qu'il y a des petites erreurs. Donc, on va... je vais devoir aller corriger ça. Désolé, des petites erreurs. Nightbot. Nightbot, en fait, c'est un site web qui permet d'interagir avec le chat à l'occasion. C'est un petit robot qui est là, qui monitore un petit peu ce qui se passe sur le chat et qui peut réagir. Donc, j'ai fait des tests, puis je viens de voir que ça ne fonctionne pas. Là, désolé. Là-dessus, je vais corriger ça pour le prochain épisode. OK. Quoi d'autre? Sur quoi j'ai travaillé cet été? Ceux qui sont venus la semaine passée au Red Hat Day, j'ai fait une présentation sur la sécurité. Donc, j'ai travaillé beaucoup le volet sécurité. En fait, qu'est-ce que Red Hat fait de bien au niveau sécurité avec ses produits? Donc, ça m'a permis d'approfondir un peu plus en détail. En fait, c'est un sujet que j'aime beaucoup chez Red Hat, la sécurité, parce qu'elle est très présente dans tous nos produits. Donc, j'adore l'automatisation, puis je vous dirais mon deuxième topic, c'est vraiment la sécurité, surtout toutes les attaques qui sont en cours et qui sortent à tous les jours. Donc, c'est important d'être bien protégé. Donc, j'ai fait une présentation au Red Hat Day. Ceux qui n'étaient pas là, je peux la partager avec vous. Je vous montre ça ici. En fait, tiens, dans le chat, je vais mettre le lien. En fait, c'est toutes les présentations qui ont eu lieu au Red Hat Day. Donc, vous pourrez les télécharger, les regarder. J'espère qu'il n'y a personne de notre équipe marketing qui écoute, parce qu'il ne voulait pas que je partage ces documents-là. En fait, il voulait laisser aux clients qui s'étaient présentés. De mon côté, je tenais à l'ouvrir. En fait, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de venir, ça vous donne la chance de voir ce qui a été présenté. Et vous allez voir à la toute fin, en fait, je parle comment automatiser la sécurité avec nos produits. Malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant l'upload. C'est pas très joli. Il y a des drôles de couleurs dans mon deck. Donc, à la place, ce que je vais faire avec vous, j'ai refait le PDF moi-même. Et, tenez, je l'ai mis ici. Donc, si ça vous intéresse de voir qu'est-ce que j'ai discuté, qu'est-ce que j'ai présenté, je vous invite à aller voir ça. Je vais le mettre dans le chat aussi en même temps. Donc, vous pourrez télécharger la présentation. Sinon, quoi d'autre? Et juste pour finir, qu'est-ce que j'ai fait cet été? Peut-être rien à voir avec mon travail, mais c'est quand même assez techy ce que j'ai fait. J'avais l'intention, en fait, de vous partager ça avec vous, comme je devine, vous êtes aussi assez techy. J'ai mis fin au câble, donc après plusieurs mois de discussions avec la famille, de négociations intenses, on a coupé le câble, on a même aussi quitté le téléphone, abandonné le téléphone, la ligne dure en fait. Mais je dis abandonné, on a changé de compagnie en fait. Donc, ici le but en fait, c'est que je trouvais que le câble, il y a énormément de postes, on écoute toujours les mêmes postes, ou souvent c'est des films. Donc je trouvais que c'était cher par mois pour ce qu'on allait vraiment consommer sur le câble. Même chose pour le téléphone dur, avec les cellulaires aujourd'hui et Internet. Mes enfants là, appellent leurs amis, c'est pas avec le téléphone, c'est avec Snapchat, c'est avec leur iPad. Et oui, mes enfants ont des iPads à cause des programmes à laquelle ils vont à l'école. Donc, ils n'utilisent pas du tout la ligne dure. Donc, j'ai aussi quitté la compagnie pour laquelle qui j'étais associé depuis plusieurs, pas associé, mais abonné depuis plusieurs années. Et j'ai passé à d'autres services. En fait, ce qu'on a fait pour remplacer le câble, eh bien, on avait Netflix. J'ai pris un abonnement au niveau du sport à DAZN, D-A-Z-N, pour ceux qui sont intéressés. Ça inclut une passe la NFL, dans l'abonnement à DAZN, ça coûte 20$ par mois. Vous avez accès à tous les parties de la NFL et d'autres sports. C'est pas juste la NFL. Je suis un grand amateur de football et de NFL, donc pour moi, je suis comblé. Mais ça marche super bien. J'ai écouté les parties de la pré-saison. Super le fun de pouvoir se promener d'une partie à l'autre sans avoir à changer de poste. On fait ça avec la tablette, le téléphone. Ça se connecte très bien avec Google, avec Chromecast en passant. Là. Donc ça se diffuse au travers de Chromecast. Et au niveau du téléphone, j'ai passé au travers d'un service sur recommandation de collègues, encore une fois, puisque DAZN vient d'un collègue aussi. Donc voiceoverip.ms. Donc ça me coûte 80-85 cents par mois jusqu'à présent. Pas très dispendieux. Donc c'est chargé au nombre d'appels. Comme on ne fait pas beaucoup d'appels, la facture ne monte pas très haute. Ce qui fait qu'on a fait des économies, là, je vous dirais proche du 100$ par mois, juste en cancellement le câble. Puis au final, je vous dirais, bon, on est l'été, on écoute moins la télévision, mais ça s'est très bien passé chez nous. En tout cas, on va voir l'automne, qu'est-ce que ça dit. Et dernier point aussi,
Je me suis amusé beaucoup en vélo de montagne. Vous savez, pour ceux qui me suivent depuis le début, je suis un grand amateur de vélo de montagne. On en a fait beaucoup cet été avec la température qu'on a eue. Et tout dernièrement, pour ceux qui sont amateurs parmi vous, qui sont de la région de Québec, au Mont-Sainte-Anne, il faut que vous allez faire un tour du côté d'une nouvelle piste qui a vu le jour la semaine passée. Elle s'appelle La Dorilla. C'est difficile à décrire. C'est une belle piste, bleue, piste difficile, mais il y a des sauts là-dedans. Puis à la toute fin de la première descente, il y a une vieille cabane à sucre. Et c'est drôle parce que tous les gens arrêtent à la cabane à sucre pour prendre son souffle. Puis tout le monde, c'était unanime. Tout le monde criait « Oh my God, c'est quoi cette piste-là? C'est super le fun! » Donc j'invite à aller la faire. Et peut-être que dans une émission future, je vais vous la montrer. J'aimerais bien ça la filmer lorsqu'on est dedans. Belle expérience de vélo, cette piste-là. Donc j'y retourne d'ailleurs en fin de semaine. J'emmène des amis de la famille pour voir cette piste-là. Donc ça m'a fait un petit peu ce que j'ai fait cet été. Beaucoup de choses, comme je vous ai dit. Je vais leur avancer, il y a déjà 1h moins 10. Je n'ai pas la moitié des sujets de couverts. C'est toujours comme ça lorsqu'on diffuse en temps réel. Des fois, j'en dis plus que ce que j'avais vraiment pratiqué. Bref, ça fait partie de... On en gardera pour les prochains épisodes. Je vais vous parler des annonces, qu'est-ce qui s'en vient du côté Red Hat dans la région de Québec et Montréal. Précisément, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent en Europe, ça vous impacte moins. Je vais essayer de faire ça vite. Tout d'abord, on a la visite du truck de Red Hat. Il faut que je vous montre ça. Très cool. Ce concept-là de truck, je sais que c'est pas nouveau. Plusieurs compagnies, plusieurs manufacturiers qui font déjà ce genre d'activité marketing-là. Mais tiens, je vous montre ça. On va passer en plein écran ici. Regardez le truck. Donc, c'est le truck qui s'en vient à Québec et à Montréal dans la semaine. En fait, pour Montréal, je ne dirais pas la semaine à Montréal, ça va être le 18, le 17, 18, 19. Le 17, je crois qu'on est stationné chez Bell à Montréal, donc spécialement pour Bell. Sinon, le 17, 18, on est stationné dans le Vieux-Port à Montréal, en face du Théâtre IMAX. Donc, qu'est-ce que c'est le truck Red Hat? Eh bien, c'est un truck chargé de démonstration, donc il y a un data center à l'intérieur du truck. Et c'est un truck, en fait, vous voyez, là, il se décale un petit peu. Je passe en plein écran. Donc, il se décale un petit peu pour s'agrandir, en fait. Et à l'intérieur, bon, il y a tout ce qu'il faut faire des présentations, mais on ne le voit pas, là. Je l'ai-tu mis? Non, je ne l'ai pas mis. On a un mini data center, c'est des gears qui ont été pris du Red Hat Summit, qui ont été mis à l'intérieur. Donc, ça nous permet de faire des démonstrations comme OpenShift sur OpenStack, toute notre stack Red Hat Storage, entre autres. Donc, on va passer à Montréal, on va passer à Québec. J'ai déjà donné les dates. Très cool comme concept marketing. Je vais juste fermer ça ici. Donc, rappelez les dates. Montréal le 18 et le 19, le 17 aussi, mais 18-19, c'est plus ouvert au grand public. Et Québec le 20. Donc, le 20 à Québec, on va être au centre Vidéotron, pour votre information. Autre petite note que j'ai ici, on a un casque de réalité virtuelle dans le truck. Donc, on ne peut pas jouer à des jeux. Mais en fait, oui, il y a un jeu. Je ne l'ai pas vu, là, mais ce que j'ai vu dans le document, il y a un jeu. Il faut opérer du matériel dans un data center, donc en réalité virtuelle. Donc, je vous invite à venir voir. Les places sont limitées. On a juste 40 places dans le truck. Donc, si vous voulez vous enregistrer votre présence, je mets ça ici dans le chat encore une fois. Donc, pour Montréal, le 18. Donc, Montréal, le 18. D'ailleurs, ça me rappelle, tiens, que je vais updater en haut à gauche. Je ne l'ai pas fait, je suis passé là-dessus encore. Updater en haut à gauche, dans quelle section qu'on est, on est dans la section annonce. Et Montréal, le 18 et 19. Excusez. Oups. Et finalement, le Québec, on est là le 20. Donc, Québec, le 20. Donc, je vous invite à vous inscrire, réserver vos places. Qu'est-ce qu'on va faire au travers de ça? En fait, le truck est là. Vous allez être invité à venir à l'intérieur. Il va y avoir des présentations. Vous pouvez voir les agendas respectifs pour Québec et Montréal dans les invitations. À Montréal, on va tenir la journée du 19, un événement avec Microsoft. Donc, le même événement qu'on a fait à Québec, on reprend ça à Montréal. On a eu un bon succès à Québec. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'en avais parlé. Donc, on met ça ici. Donc, beaucoup d'événements qui s'en viennent.
Donc, c'est l'événement à Québec, ça va être... l'événement à Montréal, pardon, ça va être le 19, en même temps que le truck. Donc, c'est la reprise de l'événement à Microsoft. Donc, on présente Ansible, comment contrôler, manipuler Ansible avec Azure, pour déployer OpenShift sur Azure. On parle d'OpenShift sur Azure, c'est quoi le service qu'on fait, qu'on offre aussi avec Microsoft à ce niveau-là. Et à toute fin, mes collègues Marcos présentent CloudFront. Pour Québec, qu'est-ce qu'on va faire dans le truck? En fait, on va tenir le RUG. Donc, c'est le RUG qui va avoir lieu le 20 septembre. Au lieu de le faire dans un hôtel ou dans un restaurant, on va le faire dans le truck. On est limité à 40 places, donc n'hésitez pas, attardez pas à vous enregistrer avec le lien que j'ai montré. On va montrer beaucoup de choses. On a 4 présentations dans le truck. Donc vous allez voir Infrastructure Migration Solutions, ce que je vous ai montré un peu en intro, donc notre migration VMware par Web. C'est Marco Bérubé qui va venir présenter. Pour ceux qui ne connaissent pas Marco, Marco est derrière cette solution-là. Marco a travaillé, construit cette solution-là, donc il va venir la présenter. Martin Sauvé va présenter les containers Windows sur OpenShift. On est en bêta développeur pour l'instant, mais c'est très cool ce que Martin a monté. Ansible Network, on a un spécialiste qui vient de Chicago, vous parler de ce qu'on fait de très bien avec Ansible Network, et spécialement les F5. Et finalement, on va parler de Red Hat SSO avec Keycloak. Donc Sébastien Perrault a monté une super démonstration avec Active Directory, Federation Services et Red Hat SSO. Donc, vous venez voir ça au RUG le 20 septembre prochain. Sinon, autre événement qui pourrait sûrement vous intéresser, au événement OpenShift à Montréal. Donc, sur Montréal, un événement OpenShift, on tente de l'avoir à Québec. On travaille sur ça, je mets le lien ici. Donc, c'est un workshop sur un autre workshop sur OpenShift. Ce n'est pas la première fois qu'on en fait. Mais OpenShift évolue très très vite. Et cette fois-ci, on a quelque chose de particulier. Écoutez bien ça. C'est un workshop. On va avoir 2 tracks dans le workshop. Donc, une track pour les développeurs et un autre track pour les opérateurs. Donc, ce qui est nouveau dans ce concept-là. Donc, on reçoit beaucoup de demandes. J'aimerais ça être formé sur OpenShift. Mais je suis un sysadmin, je ne suis pas un développeur. Donc, on a cette capacité-là. Maintenant, on offre cette capacité-là. Ça va être le 25 octobre au West End. Donc, réservez vos places. Je suis en train de travailler pour le faire venir à Québec aussi. Et finalement, dernière annonce, après ça on passe à d'autres sujets. Ansible Meetup, je travaille actuellement avec David, mon collègue David Simard, pour les prochaines sessions à Montréal. Donc ça s'enligne pour être début novembre. Et pour Québec, on s'enligne pour une première édition du Ansible Meetup à Québec. Ça devrait avoir lieu le 17 octobre, je confirme ça dans les prochains jours. Donc on remet sur la table les Ansible Meetup avec Montréal. On a pris une pause pratiquement d'1 an. J'aimerais ça tenir ça aux 6 mois au minimum. Donc ça s'en vient. Donc c'était les annonces pour l'épisode d'aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, un automne assez chargé, comme c'est toujours le cas, beaucoup d'activités. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour réserver vos places, parce qu'à certains endroits, on est limité. Là. Entre autres, dans le truck, là, on a juste 40 places. Donc je prends une petite gorgée d'eau. 1 heure moyenne. Je continue encore quelques minutes. Vous parler un petit peu des dernières sorties. J'essaie de limiter mes diffusions à 45 minutes, mais là j'ai beaucoup de matériel. Ça fait 2 mois qu'on ne s'est pas vu. Je pense qu'on peut étendre de quelques minutes. Donc, dernière sortie. On a fait beaucoup de sorties pendant l'été, plusieurs sorties. En fait, il y en a une qui s'est faite ce matin. J'ai oublié de la prendre en note. Je vais essayer de m'en rappeler. Bref, première grande sortie de l'été, Ansible 2.6. C'est toujours le fun de sortir une nouvelle version d'Ansible, un des produits les plus utilisés chez Red Hat en ce moment. Donc Ansible, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil d'automatisation. Je vous invite vraiment à aller jeter un œil à Ansible si vous n'avez jamais vu Ansible. On a plusieurs présentations disponibles, j'ai fait des workshops. Vous pouvez me contacter si vous voulez en savoir plus sur Ansible. Donc, nouveauté d'Ansible 2.6, on a optimisé la mémoire. Je vous dirais que c'est le gros du travail qui a été fait, travail d'optimisation. Et bien sûr, il s'est rajouté une panoplie de nouveaux modules, comme à chaque release. Donc, on peut automatiser encore plus avec Ansible. Donc, je vais updater ici les dernières sorties. Updater le 7 en haut. Et je vous montre ça ici à l'instant.
Donc, les dernières, c'est l'annonce d'Ansible 2.6 le 2 juillet. Ce que je vais vous montrer, c'est les nouveaux modules. Donc, Amazon, Azure et Google continuent de recevoir. Et je suis vraiment désolé pour Nightbot. Là. Nightbot est parti en vrille. Donc, je vais corriger ça pour le prochain épisode. Donc, je reviens sur Ansible. Les modules, les modules cloud ont eu beaucoup d'amour. Amazon, Azure et Google. C'est des modules, c'est des catégories dans Ansible qui reçoivent beaucoup d'amour, les modules des clouds publics. Même chose au niveau tout ce qui est réseautique. Plusieurs petits nouveaux modules qui vont venir vous aider à gérer vos switches réseautiques avec Ansible. Et finalement, Windows, Microsoft est très actif aussi au niveau Ansible. Donc, des nouveaux modules et des améliorations sur les modules existants. Donc, en gros, on peut dire qu'Ansible 2.6, c'est vraiment la sortie qui a ajouté des modules. Et on a corrigé des petits problèmes de performance aussi, de mémoire. Donc, c'était une des grosses sorties de l'été. Sinon, le 31 juillet, OpenShift 3.10. Donc, OpenShift 3.10, même pas énormément de grosses nouveautés. C'est vraiment une préparation au passage à la prochaine release majeure d'OpenShift, OpenShift 4. Vous allez voir un OpenShift 3.11 sortir cet automne, qui va inclure une nouvelle console d'administration basée sur Tectonic. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, on a acquis une compagnie qui s'appelle CoreOS. CoreOS avait une console de gestion appelée Tectonic. Donc, on va intégrer Tectonic à OpenShift. Ça va se faire avec 3.11 dès cet automne. Donc, avec 3.10, on voulait préparer le switch vers cette nouvelle console d'administration qui est vraiment super bien. Je l'ai vu en démonstration. On prendra le temps sûrement dans des prochains épisodes de faire le tour de cette nouvelle console de gestion-là. Finalement, juste pour vous dire qu'il n'y aura pas de 3.12, on va passer à OpenShift 4 par la suite. OpenShift 4 va vraiment inclure toute l'intégration avec CoreOS, avec le système d'exploitation CoreOS et avec Tectonic. Donc, ça s'en vient. On a renommé, pour votre information, CNS, Container Native Storage, donc Gloucester, qui venait avec OpenShift, qui devient maintenant OpenShift Container Storage. Et je vais vous parler de quelque chose qui revient souvent dans des discussions avec les clients. Quand on parle de l'utilisation du cloud public, donc j'étais en meeting la semaine passée chez un client à Montréal et j'avais cette discussion-là. Donc je vous présente une petite slide ici tiens, je vais essayer, je suis capable de mettre ça en gros comme ça. Je pense que c'est bon. Donc ça va être plus fun pour vous de voir ça en plus gros. Lorsque les gens veulent consommer du cloud public, la question qui revient souvent est est-ce que vos produits s'intègrent avec les services qu'on trouve sur le cloud public? Donc, quand je dis service, Amazon a une liste de services. J'en prends un par exemple, sûrement que vous connaissez, Amazon Route 53. Est-ce que je suis capable, avec OpenShift, avec CloudForm, avec OpenStack, de lancer ces services-là? Eh bien oui, c'est maintenant possible au travers OpenShift. Donc, OpenShift, on appelle ce qu'on appelle les service brokers. Donc, c'est des playbooks Ansible, en fait, qui vont appeler les services qu'on trouve sur les cloud providers et les créer. Si votre container en a besoin, on va le créer à la volée dans Amazon. Donc, voici la liste ici dans Amazon des services. Cette liste-là grossit, version OpenShift, de version OpenShift en version OpenShift différente. C'est la même chose pour Azure. Donc, vous montrez qu'avec Azure, on a commencé aussi à permettre le provisionnement de services qui sont sur les clouds publics et vos applications qui sont hébergées sur OpenShift pour aller consommer ces services-là. Donc, c'est une question qui revient souvent. Je voulais en prendre le temps de vous présenter ça aujourd'hui. Donc, c'est une des nouveautés qui est inclus dans OpenShift 3.10. Donc, en fait, c'est inclus depuis 3.9, si je ne me trompe pas. Mais à 3.10, on a rajouté plus de services publics. Est-ce qu'il y avait des questions? Non? OK. Sinon, quoi d'autre? Le 20 août dernier, encore, ça fait pas très longtemps, Flatpak 1.0. Qu'est-ce que c'est Flatpak? Je vous montre ça. C'est pas un produit officiel à Red Hat. Okay, c'est un produit de la communauté. Mais je sens beaucoup d'amour sur ce produit-là. Donc, je le vois passer régulièrement dans les mailing lists à l'interne. Donc, c'est une façon de packager, en fait, vos applications en Linux. Si vous utilisez le format Flatpak,
Une fois que vous l'avez utilisé ce format-là, vous pouvez installer votre application sur n'importe quelle distribution Linux. Donc, c'est pour unifier en fait la gestion des packages sur Linux. Donc, beau projet. C'est un projet qu'on utilise avec... vous vous souvenez sans doute de RHEL Atomic. Donc, RHEL Atomic, la version desktop de RHEL Atomic a été renommée dernièrement Silverblue. On passera du temps à démêler tout ça là, dans les prochains épisodes. Mais Flatpak est au cœur maintenant de ce projet-là. Donc, j'ai pas eu la chance d'essayer, mais j'ai lu des notes internes des gens qui développent ce produit-là et les commentaires étaient très très bons. Donc, ce sera regardé, on regardera ça ensemble éventuellement dans un prochain épisode. Beaucoup de choses dans les prochains épisodes. Donc, le 22 août, dernièrement, la semaine passée, presque la semaine passée, RHEL 7.6 est sorti en bêta. OK, attention, on est en 7.5 au niveau stable, en 7.6 on est en bêta, donc on a relâché le code de 7.6 pour tester, valider que ça va bien. Grosse amélioration au niveau de Cockpit. Cockpit, je l'ai présenté dans des épisodes précédents. Cockpit, c'est un outil que j'aime bien avec chez Red Hat, donc une façon de gérer votre serveur au niveau web, un peu à ceux qui ont connu Webmin. Donc, on a rajouté de nouvelles capacités dans Cockpit. Vous êtes capable maintenant, lorsque vous connectez Cockpit, de voir si votre machine a des mises à jour de disponibles. C'est quoi l'état de son abonnement. On peut maintenant consulter Cockpit avec une interface qui fit sur vos téléphones et beaucoup d'autres petites améliorations. On a ajouté Podman. Et Podman, je vais en parler dans les prochains épisodes aussi. Donc, un remplaçant un petit peu à Docker. Donc, Podman permet de rouler des containers, permet de rouler, comme son nom le mentionne, des pods. Donc, c'est l'unité qui est utilisée dans Kubernetes pour rouler plusieurs containers. Donc, allez jeter un œil à Podman. Je vais en discuter dans les prochains épisodes. Définitif, là, je vais faire un spécial sur tous ces projets-là qui tournent autour d'OpenShift. Cryo, Podman, j'ai déjà présenté Builda dans le passé, mais tous ces projets-là sont tout associés. Donc, on va essayer de démêler ça ensemble dans un prochain épisode. On a Yum4 aussi qui devient en tech preview dans RHEL 7.6. C'est le fun parce que j'en ai parlé à ma dernière émission. J'ai présenté Yum4 qui est le DNF en fait pour RHEL. Donc ça vient en tech preview dans 7.6. Et CephFS va devenir pleinement supporté dans le client CephFS, okay, qui vous permet de vous connecter à un cluster Ceph à la méthode NAS. Okay, donc va être inclus et pleinement supporté dans 7.6. Donc, des belles améliorations, il va en avoir d'autres. On est en bêta, il y a des ajustements qui vont se faire. Dès que 7.6 sort, c'est sûr qu'on va couvrir les nouveautés ensemble dans un prochain épisode. Le 23 août, on a eu Satellite 6.3.3. Pour ceux qui utilisent Satellite, c'est une mise à jour de maintenance pratiquement. On a amélioré les performances. Il y avait Pulp qui fait la maintenance, puis il y avait un petit problème avec la routine de maintenance. Donc, ça a été corrigé dans la 6.3.3. Si vous êtes en 6.3, allez-y, sans problème. Il n'y a pas de nouveautés qui ont été rajoutées. C'est vraiment correction de performance. Déjà 6.3 beaucoup plus rapide que 6.2, mais avec cette correctif-là, on améliore sans cesse les satellites, les performances de satellites. Et finalement, le 30 août, OpenStack, ça n'a rien à voir avec Red Hat. Oui, ça a à voir avec Red Hat, là, mais on n'a pas sorti de nouvelle release OpenStack, mais la communauté OpenStack a relâché leur 18e release qui s'appelle OpenStack Rocky. Le gros focus a été le bare metal avec Ironic, donc être capable de gérer des clouds, non pas sur des machines virtuelles, mais sur du bare metal. Donc ça revient à la mode beaucoup avec les containers. Donc c'est ce qu'on a. C'est ce qui a été annoncé au niveau d'OpenStack. On va éventuellement relâcher une nouvelle version d'OpenStack qui va être basée sur Rocky d'ici quelques mois. Là, on en discutera à ce moment-là. C'est vrai, j'ai oublié de le mentionner. Aussi, on a amélioré le processus de mise à jour. Donc, les upgrades vont... Il y a un nouveau projet qui s'appelle Fast Forward Upgrade qui permet d'upgrader votre release -3. Donc, vous êtes en OpenStack 11, vous voulez passer en 13. C'est possible de le faire là, avec Fast Forward Upgrade. Donc, sauter en fait des versions d'OpenStack quand c'est le temps d'upgrader. Donc, la communauté OpenStack a facilité ce travail-là. Donc, 13h10, il me reste une dernière petite chose à parler. C'était le sujet principal. J'aurais aimé passer plus de temps sur le sujet. Ce que je vais faire, je vais vous laisser découvrir l'outil. Je le mets ici. C'est une vidéo YouTube. Je le mets sur le chat. C'est une vidéo YouTube que mon collègue Marco Bérubé, qui va venir présenter justement au ROG à Québec,
a fait. Donc, pour présenter notre solution, le produit, je vais le copier ici, je vais le mettre tiens, dans le sujet ici. Vous allez le voir apparaître en haut. J'enregistre. Ça s'appelle Infrastructure Migration Solution. On est à la version 1.0. C'est un offre logiciel et un offre de service. Okay? C'est un bundle, on a inclus les deux. Si vous voulez passer de VMware à nos technologies de virtualisation, donc c'est Rev et OpenStack, on a maintenant tous les outils qu'il faut et toute l'offre de service qu'il faut pour vous accompagner dans ce projet-là. Et c'est pas sorti comme dans une boîte de surprise. C'est des demandes qu'on a eues des clients qui voulaient migrer de VMware. Vous vous souvenez de la vidéo que j'ai mis en intro? Les gens avaient de la décourager. Eh bien, c'est un peu comme dans la vraie vie. Je pense que les gens, lorsqu'ils reçoivent la facture de VMware, ils regardent le coût. Comme on est rendu à de la commodité avec la machine virtuelle, on fait juste les lancer. Tout ce qui est autour nous intéresse peut-être un peu moins, surtout avec l'événement des containers. Donc, les gens veulent sortir de VMware. Donc, on a eu beaucoup de demandes dans les derniers mois. Ce n'est pas des petits clients, c'est des grands comptes. Et Marco Bérubé pourra vous en parler. Marco a travaillé sur des projets de migration assez massifs de VMware vers nos solutions de virtualisation. Donc, on a pris la bonne pratique de ces migrations-là qu'on a fait. On en a fait un produit. Le produit se consomme au travers CloudForm. Vous l'avez dans le lien YouTube que, en fait, Marco vous présente un exemple d'une migration d'un cluster VMware vers Rev. Donc, je vous invite à regarder la vidéo une dizaine de minutes, très bien faite comme à chaque fois. Tout ce que Marco fait est toujours très, très bien fait. Donc, je vous invite à aller jeter un œil. J'ai dû copier le bon lien. On va juste aller le voir ensemble, tiens, juste pour être sûr. Parce que là, je viens de voir que j'ai 2 liens dans mon document. Allons voir ça ensemble. Oui. So this video is to demonstrate the new capabilities of the infrastructure migration. CloudForm, de cette nouvelle solution-là. Et le deuxième lien, j'ai 2 liens. On va aller voir le deuxième lien tout de suite. Je ne me souviens pas c'est quoi l'autre lien. OK, le lien, c'est la vidéo que j'ai mis en intro. Donc, cette vidéo-là avait été en fait conçue pour lancer, l'offre, cette nouvelle offre-là que je vous parle. Donc, comme j'explique, c'est quoi exactement cette offre-là? Ben, c'est une offre de service avant lieu. C'est sûr que le service vient avec ces outils-là, mais sans l'offre de service, sans l'expertise, on ne vend pas juste le logiciel. Hein. Vraiment, c'est un bundle qu'on fait. Et jusqu'à ce jour, dans les métriques là, de ce que j'ai pu trouver, il y a plus de 100 000 VM qui ont été migrés avec cette offre de service-là. Question qui revient souvent, c'est pas trop risqué de migrer de VMware vers KVM. Pensez aux gens qui ont migré, pensez à vous qui avez migré de Unix à Linux d'une couple d'années, pensez aux gens, à certains d'entre vous qui ont migré de WebSphere à JBoss. Mais c'est la même chose aujourd'hui. La virtualisation avec Linux, on ne se pose plus la question de savoir si c'est stable ou pas, c'est hyper stable. Ça fait des années que ça existe, KVM. KVM est un projet très actif. Il y a beaucoup de choses maintenant qui enrobent KVM. On parle de Rev, on parle d'OpenStack, on a KubeVirt qui s'en vient. Donc, puis il y a des gens qui ont fait des migrations, donc on ne se pose plus la question. Donc, est-ce qu'il y a un risque? Il y a un risque calculé maintenant. Le risque est calculé, vous n'êtes pas les premiers à le faire. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Puis maintenant, on a une offre d'accompagnement. On s'assoit avec vous et on vous passe les bonnes pratiques, tout simplement, ce qu'on a vu qui marchait bien, ce qui marchait moins bien, comme qu'on fait avec tous nos autres produits. Donc, ce qui met fin maintenant à mon épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié beaucoup de contenu. On se dit dans 2 semaines. Donc, d'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter par courriel. Sinon, on se voit dans 2 semaines. Alors, sur ça, je vous souhaite un bon week-end. Merci d'avoir été là. Merci. Je vois que ça a été quand même assez stable à plusieurs personnes aujourd'hui. Donc, merci d'être resté jusqu'à la toute fin. Bon week-end. Bye bye.